Bonjour mes petits enfants. Bien, nous sommes le 5 juillet, je crois. Il est 16 heures. Stéphanie, Aurélie, Gédé, Marc sont partis, je pense, à Cherbourg pour acheter un éclairage pour le salon et une table basse. Les enfants sont sur la plage, où il fait un magnifique temps. Il va faire 23, 24 degrés avec un léger vent, un ciel magnifique. Donc ils vont sûrement faire de la planche à voile, puisque je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais hier il y a eu un accident sur le catamaran. Une des coques s'est fondue, donc ils l'ont mis à sec et vont devoir le réparer avant la fin des vacances pour qu'il soit prêt l'année prochaine. Donc moi je suis au calme, et je vais à nouveau m'adresser à vous et essayer de vous raconter une histoire qui aujourd'hui, une histoire presque comme un conte qui va vous faire rêver, tellement c'est une histoire qui est chargée de souvenirs fabuleux. Donc nous sommes en 1845, donc milieu du 19e siècle, né à Louvain, je crois, un jeune Belge qui s'appelle Nagelmaker. Nagelmaker, je suis persuadé sauf exception, vous ne savez pas qui est cet homme. Alors, l'histoire commence d'une manière très romanesque et surprenante. Figurez-vous que l'ami Nagel tombe amoureux de sa cousine Germaine. Alors, dans la famille Maker, c'est pas le genre, donc ils prennent le jeune Nagel et trouvent une solution pour qu'il soit susceptible d'oublier sa cousine. Ils le mettent dans un bateau et ils l'envoient aux États-Unis. Comme ça, loin des yeux, loin du cœur, c'est ce qu'ils se disent. Donc, nous sommes en 1868. Et donc, il fait cette traversée à bord d'un paquebot et est fasciné par le luxe qu'il y a dans ces bateaux, tant au niveau des cabines que des restaurants, que la vaisselle, que la tenue du personnel. Donc il découvre une atmosphère nouvelle pour lui qui le fascine. Alors il met le pied aux États-Unis et là aussi, pour les distances, on ne prenait pas l'avion comme maintenant. Pour qu'on voulait se déplacer, d'aller d'un point à un autre aux États-Unis, on prenait le train. Et il y avait des trains qui étaient renommés, qui avaient été construits par un certain monsieur Pullman. Alors, la caractéristique de ces trains, compte tenu que les distances à couvrir étaient longues, donc c'était long. Donc, ces trains offraient la possibilité aux voyageurs à la fois de dormir et à la fois de se restaurer. Alors, donc il y avait des wagons avec où on pouvait dormir, mais c'était des sièges comme un train normal avec une allée centrale, où les chaises,
les sièges très, très cossus, très confortables, pouvaient s'incliner pour permettre, et même de s'allonger pour dormir. Alors évidemment, il n'y avait pas à l'époque de compartiment. Donc, il y avait un moyen pour s'isoler, on tirait des rideaux. Donc l'intimité était un peu précaire. Et également, il y avait des wagons-restaurants, mais on ne pouvait pas communiquer d'un wagon sur l'autre. À l'époque, quand on arrivait au bout du wagon, il y avait une petite passerelle, on voyait l'autre wagon, mais il fallait donc attendre un arrêt pour aller au wagon-restaurant. Mais il est estomaqué par l'idée. Et germe dans son idée, un ami Nagel, c'est lorsqu'il va revenir en Europe, c'est de créer des wagons alliant à la fois l'idée de Pullman, c'est-à-dire on dort, on mange, et le luxe qu'il a connu à bord des bateaux. Donc de faire les deux choses qu'il a découvertes, luxe, confort et beauté. Ah. Donc au bout d'un an, je ne sais plus combien, très bien, Nagel revient et il s'installe, non pas en Belgique, mais il s'installe à Paris. Et là, donc il développe son idée. Et la première idée de poids qu'il a, c'est dans les trains de Pullman, donc il y avait un couloir au milieu et les sièges part et d'autre, à droite et à gauche. Et lui, il déplace le couloir latéralement et ensuite la surface qu'il récupère, il la divise, ce qui va faire le compartiment. Donc, et dans ces compartiments, ces cabines, donc il pourra aménager des chambres entre elles. Alors, pour lancer son idée, en tant que Belge, il prend sa petite valise et il va voir le roi des Belges, Léopold II. Lui expose, lui fait un compte-rendu de son voyage et lui expose son idée de mettre une compagnie qu'il veut appeler les wagons-lits, qui permettront de relier toutes les villes d'Europe et de traverser toute l'Europe jusqu'en Chine. Le roi Léopold II est emballé, conquis par l'idée. En premier lieu, il l'aide financièrement, il devient actionnaire de sa compagnie, il apporte des sommes d'argent considérables, la caution des banques belges, et un point extrêmement important, plaide le dossier de Nagel pour que ces trains de la des wagons-lits aient l'autorisation de traverser tous les pays d'Europe sans difficulté, de stationner. Et c'était un élément extrêmement important pour que les voyages se fassent dans la fluidité et sans difficulté pour les passagers. Donc, là aussi, il continue à travailler, il apporte des grandes innovations. Il a notamment l'idée de relier les wagons entre eux par ce qu'on appelle les soufflets, ce que l'on connaît maintenant, qui permettait donc de remonter le train entièrement, c'est-à-dire d'aller de son compartiment de sa chambre, de passer dans les autres wagons, d'aller au wagon-restaurant, d'aller au wagon, il y avait un wagon qui faisait salon, il y avait un wagon qui faisait bar, donc le train devenait un lieu de vie
alliant à la fois le confort et l'esthétisme. Au fil des années, les wagons vont évoluer en décoration, en matériaux, en isolation pour à chaque fois augmenter le luxe. Alors il y a un peu qu'un problème, c'est que la compagnie des wagons-lits a toujours construit que des wagons, mais jamais des locomotives. Tant et si bien qu'à chaque fois qu'ils changeaient de pays, c'était une société de chemin de fer ou des compagnies privées qui prenaient en charge les wagons l'Orient Express pour traverser le pays. Donc à chaque pays, à la frontière, on changeait de locomotive et hop, on continuait le périple. Alors, une grande innovation qui s'est faite aussi pour le confort, il a eu il a mis au point un genre de suspension qu'on appelle les bogies, qui étaient montées sur les essieux, qui servaient de rôle d'amortisseur et qui évitaient que dans les courbes il y ait un balancement trop important des voitures, ce qui, la stabilité que l'on a acquise permettait de faire le service à table sans se renverser de la sauce sur soi, aux garçons de porter des verres et des plateaux sur leur tête, bien que le train soit en marche. Donc, avec ce nouveau style de convoi, le premier voyage, il l'organise avec peu de monde, mais surtout la presse pour faire savoir. Et donc avec prudence, ayant quand même une certaine crainte sur le déroulement de ce premier voyage, qui doit emmener ce train de Paris à Istanbul ou Constantinople. Donc il part de la gare de l'Est à Paris. Le train passe à Strasbourg, il va à Munich, il va à Vienne, il va à Bucarest, et il va à Varna. Arrivé à Varna, pour rejoindre le Moyen-Orient, donc, il emprunte un bateau qui transporte les wagons et le train finit sa course jusqu'à Constantinople. Il aura fait 3094 km de Paris à la capitale de l'Empire ottoman, et le tout en 15 jours, et en traversant 10 pays. C'est un exploit fabuleux, ça a un retentissement dans toute l'Europe et le monde entier. Notre ami Nagel, donc, parallèlement à la ligne qu'emprunte son train, pour chaque étape, il décide, dans le même esprit, de créer une chaîne d'hôtels qui appartient à la compagnie des wagons-lits. Alors il en construit à Paris, à Nice, à Istanbul, dans toutes les capitales, mais force est de constater que ce n'est pas un succès, que le taux de remplissage pour amortir les coûts de ces hôtels est insuffisant. Donc, en fin de compte, ils ne le gardent pas, ils ne savent pas comment augmenter, rentabiliser cette histoire, donc ils revendent l'ensemble des hôtels
Et avec l'argent dont du fait de la vente de ces bâtiments, il augmente, la compagnie augmente sa flotte de wagons. Par contre, dans toutes les villes d'Europe, soit en 60 points de vente, il crée des agences de voyage où il vendra à la fois les wagons, les places dans ses trains, il retiendra, enfin il fera le rôle d'une agence de voyage, il retiendra des chambres aux gens, des restaurants, et les agences des wagons-lits. Moi j'ai connu les agences des wagons-lits, ça existe peut-être encore d'ailleurs, les agences des wagons-lits. Donc il donne des noms à des trains en fonction de la destination. Il y a le Transsibérien, l'Orient Express, donc à chaque fois il y aura des noms qui seront mis sur pied, des trains qui vont couvrir toutes les villes à partir de Londres jusqu'à Istanbul et qui iront, en traversant la Russie, la Chine, iront jusqu'au Japon. De la Chine au Japon, ils prendront un bateau pour emmener les wagons. Cette ligne-là jusqu'au Japon ne va pas durer très longtemps. Nagel était un homme mondain qui croquait la vie par tous les bouts, qui a fait une fortune colossale, mais qu'il a dépensé aussitôt, tant et si bien qu'un beau jour, au fil des ans, voyant les sommes qu'il empruntait, la manière dont il dépensait l'argent, les banques lui ont coupé un peu l'herbe sous le pied. Et en 1900, je ne me souviens plus très bien la date, ça doit être en 1903, donc Nagel mort, ruiné. À ce moment-là, sa compagnie dessert toute l'Europe, traverse la Russie, comme je vous ai dit, l'Asie, jusqu'à Tokyo. Qui sera donc le point le plus éloigné de Paris. Donc c'était, comme je disais, un mondain qui a été très fortuné. Il s'était acheté une propriété, un château, en banlieue parisienne, un endroit qui s'appelle Villepreux. Et là aussi où il organisait des fêtes, enfin il dépensait. Ce qu'il y a donc, comme je vous le disais, aux banques de suspendre les prêts qui avaient ses besoins en trésorerie. Sa compagnie, en dehors des voyages et de tous les gens qu'il transportait, a eu ses heures de gloire, puisqu'en 1918 et en 1940, c'est dans un wagon que l'on a signé en forêt de Fontainebleau les armistices des 2 guerres mondiales. Et c'est ce wagon qui avait été ramené en Allemagne a été détruit en 1945 par les nazis. Alors en 1922, la compagnie Pullman lance de nouvelles voitures, des nouveaux combats, dont un qui a été extrêmement célèbre, qui ira de Londres à Nice et qu'on appellera le train bleu. Donc au départ, c'était de rejoindre Calais à Nice, et il montera ensuite, il partira de Londres. Dans ce Paris-Nice qui est prévu
pour aller de Calais à Nice, le trajet est relativement court en temps, donc il est décidé de pas, il n'y aura pas de wagon-restaurant dans le train bleu. Alors un autre train qui devient extrêmement simple en 1919, il lance le Simplon Orient Express, qui part de Paris et qui s'en va, comme je disais, à Istanbul. Et là, il y a eu, à cette époque-là, en 1931, la compagnie dispose de 2400 wagons. Et parmi les gens célèbres qui ont pris ce train, Agatha Christie voyage dans l'Orient Express, et à l'occasion de ce voyage, elle va écrire un livre qui s'appelle d'ailleurs Le crime de l'Orient Express. Donc on a fait ensuite plusieurs films, mais c'est le livre qui est de meilleure qualité. Et alors, dans le livre, on est en 1929, le train l'Orient Express quitte Paris et presque arrivé au terme à Istanbul, pas très loin, il est bloqué. On est donc comme en hiver. Il est bloqué dans une tempête de neige. Il ne peut plus avancer. Les serviteurs qui sont dans le train partent à la chasse pour nourrir leurs maîtres, les passagers. Ils ont bien du mal à revenir, ils ne retrouvaient plus le train qui était enseveli sous la neige, par un froid de moins 25 degrés. Et donc il a fallu attendre 5 jours qu'un chasse-neige vienne dégager le train pour qu'il termine son périple à Istanbul. Et une fois que leur train a démarré, on découvre dans le fameux train un cadavre. Voilà la trame de ce livre. Alors, donc ce train allie à la fois le confort, la beauté, la stabilité, qui lui permet de rouler vite et qu'on soit même au personnel de servir au restaurant sans secousse. Lorsqu'on dispose d'une cabine pour se reposer, comme chambre, on vous change les draps tous les jours. Donc la compagnie a à travers l'Europe toute une succession de blanchisseries pour faire nettoyer à la fois le linge des cabines et le linge des restaurants. Alors, ce qui a fait la notoriété, en grande part aussi, c'est la qualité des wagons-restaurants. Un wagon-restaurant, généralement à bord d'un train, il pouvait y en avoir un ou deux. Il contenait 48 places. Il ne chargeait à bord que des volailles fraîches qui étaient cuisinées à bord dans une petite cuisine dans les wagons de 2 mètres sur 2 mètres, avec une qualité de produit et une qualité de cuisine retentissante. Et ils avaient eu
Nagel avait une idée assez ingénieuse de bâtir ces menus en fonction des pays traversés, tant et si bien qu'à bord des wagons-lits, on pouvait manger une cuisine européenne. Alors l'argenterie, la verrerie, les couverts, les assiettes et tout sont assurés par les grandes marques de l'époque. Christophe, Villeroy et Bosch, du Saint-Louis, la cristallerie. Donc ce qu'il y avait de mieux était sur les tables des wagons-lits. En 1929, la compagnie décide de revoir toute la décoration après la guerre, de revoir toute la décoration de tous les wagons et de l'adapter au nouveau style de l'époque, c'est-à-dire à l'art nouveau. Et il confie cette opération pas à n'importe qui, et il confie à Lalique le soin d'assurer cette transformation et de redéfinir le décor de l'ensemble des wagons, et avec toujours dans cet esprit du confort. Sur les murs, on voit apparaître de la marqueterie avec des bois précieux. Mais Nagel s'aperçoit que le confort, serait le confort des voyageurs à un niveau très élevé, par le poids du matériel qu'il faut, ça coûte extrêmement cher. Et il en prend conscience que ça le fait pas. Et donc il va abandonner cette idée de confort à tout prix pour glisser du confort vers une impression de luxe moins onéreuse en exploitation. Il faudra attendre 1976 qu'un train qui était nommé le Direct Express quitte Paris pour Istanbul. Et ce sera le dernier voyage. La SNCF va vendre, céder l'ensemble des wagons et les détruire. Et il va par contre conserver le nom de sa compagnie d'Orient Express. Alors, en 1984, l'Orient Express, le nom est classé, et les wagons qui restent monuments historiques. Et la SNCF décide de monter un train de quelques wagons sous le nom de Orient Express. Et il cède le nom et le sigle au groupe hôtelier Accor. Le groupe Accor donc, est en train de finaliser ce projet pour remettre en fonction un Orient Express, et le train va reprendre du service en 2027. Voilà l'histoire de ce lieu de rêve qui a transporté toutes les nobilités, les nobles, les rois, les empereurs, tout le monde a pris l'Orient Express, et qui a permis à tous ces gens de parcourir, d'abord de faire connaissance, d'avoir des échanges, et de parcourir l'Europe. Voilà l'histoire de ce monument de l'histoire européenne. Voilà. J'espère que vous aurez plaisir à aller approfondir
la vie de l'Orient Express et toutes les histoires qui s'y rattachent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'ai pris du plaisir à vous causer. Au revoir.